Le 18 juin 2025, Danny Boyle ressuscite sa franchise 28 jours plus tard. D'où sort ce projet qui arrive 18 ans après le précédent opus. Un projet super ambitieux mais aussi super risqué. À l'heure où j'enregistre, le film n'est pas sorti, donc vous inquiétez pas de spoil. Et si vous regardez cette vidéo après avoir vu le film, on va essayer de comprendre ensemble à quel point le studio a tenté un véritable coup de poker avec ce film, 28 ans plus tard. Le 1er novembre 2002 sort le film 28 jours plus tard, un film de zombies réalisé... Et Maxime, savais-tu que en fait, ce sont des infectés et non pas des zombies? Ouais, mais je sais, mais je vais quand même dire zombie parce que c'est carrément plus stylé. Et ça là-haut? Infecté ou zombie? Attention, infecté, zombie ou... Un film donc réalisé par l'enfant terrible et expérimentateur de l'extrême du cinéma britannique, j'ai nommé Danny Boyle. À l'époque, c'est quand même déjà son 5e film, et le réalisateur a particulièrement marqué les esprits avec son film Trainspotting. C'est un de mes films préférés. Je fais une petite parenthèse, mais c'est clairement un de mes films préférés, il a été top 1 pendant des années, c'est encore un film que je connais par cœur et que j'aime énormément. Ça a donné tout mon amour pour le cinéma de Danny Boyle, et c'est particulièrement pour ça aussi que j'en attends beaucoup de ce retour de la saga 28. Trainspotting, film qui lui a permis d'arriver en équipe avec d'un côté son scénariste John Hodge et de l'autre son producteur Andrew McDonald. Ensemble, ils vont adapter le roman d'un certain Alex Garland, qui se fera connaître plus tard en tant que réalisateur avec des films comme Ex Machina, Annihilation ou l'année dernière Civil War. Mais à la base, il était auteur de romans et il avait écrit La Plage. Et ce film, ils vont le faire tous les 4 en réunissant en plus Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen et Guillaume Canet. Et après ce bon petit film, Alex Garland proposera au reste de l'équipe un concept, une idée, qui tourne autour de zombies, mais cette fois, il court. John Hodge, lui, part de son côté, mais Boyle et McDonald sont carrément chauds. Ils vont donc embarquer dans le projet, ce qui donnera le premier film de notre saga, 28 jours plus tard. Le film raconte l'histoire d'un homme qui se réveille 28 jours après le début d'une pandémie de zombies qui court, et on va voir comment il survit dans ce monde qu'il n'a pas vu changer. Danny Boyle, étant le scientifique fou du cinéma britannique, s'est dit qu'il allait pas tourner ça avec des caméras professionnelles. Non, il va tourner ça carrément avec des caméras DV. Le DV, c'est des caméras qui enregistraient sur cassette et qui a permis à tout le monde de pouvoir filmer chez lui. Et Danny Boyle, c'est ce qu'il voulait, pouvoir filmer l'apocalypse comme si quelqu'un la vivait, comme si quelqu'un la filmait. Et en plus, ces caméras-là donnent une esthétique un peu sale, un peu dégueu, un peu baveuse. C'est un dispositif qui peut rappeler celui du projet Blair Witch, et plus particulièrement du found footage. Mais ici, on va pas avoir de personnage interne au récit qui filme l'intrigue. Un simple found footage ne nous aurait pas permis de profiter du montage absolument fou de Danny Boyle. Parce que Danny Boyle, il est connu bien sûr pour sa mise en scène, mais particulièrement pour son sens du montage. À ce propos, voyez 127 heures ou Trainspotting, il y a une science du montage qui est absolument folle dans ces films-là. Avec tous ces partis pris artistiques, c'est donc un film qui marquera durablement le cinéma d'horreur, le cinéma de zombies, mais même le cinéma d'action. Bah ouais, avec des caméras aussi légères, on peut suivre l'action de manière totalement différente que ce qu'on pouvait faire avec les grosses caméras de cinéma de l'époque. Et puis au niveau des zombies, ça paraît con et peut-être aussi habituel aujourd'hui, mais le simple fait que les zombies courent, ça change complètement la donne. Ils courent. Avant, les zombies étaient lents, ce qui obligeait généralement les personnages à se cloîtrer quelque part et à repousser l'invasion pendant tout le film et surtout à vivre ensemble en pleine apocalypse et d'observer les réflexes de chacun face à une situation de survie. Ça faisait des films pas chers, en huis clos, avec finalement beaucoup de dialogues et des scènes d'horreur faciles à intégrer dans le budget. C'est un genre qui a commencé en 1968 avec l'excellent Night of the Living Dead de George Romero. Puis 10 ans plus tard, son chef-d'œuvre Dawn of the Dead. Sauf qu'ensuite, le genre s'est enfoncé dans les films de série B, voire Z, complètement cons, et qui profitaient du genre du film de zombies uniquement pour faire du film vraiment pas cher, du film cheapos. Et au début des années 2000, le film de zombies, il était complètement ridiculisé. Le zombie refait enfin peur grâce à 28 jours plus tard. En plus, en 2008, George Romero, il essaye du coup de se mettre un peu à la page avec son film Diary of the Dead. Là, pour le coup, il fait un vrai found footage, mais regardez-le, c'est un fiasco, c'est complètement raté. Le film fait exactement tout ce que 28 jours plus tard ne devait pas faire, et on voit bien pourquoi il ne devait pas le faire. Ça fonctionne pas, c'est archi nul. Par contre, si vous voulez voir du bon zombie en found footage, ça existe quand même. Il y a un segment dans le film VHS2 qui s'appelle Ride in the Park,
où on suit une invasion de zombies du point de vue d'une GoPro. C'est excellent, foncez dessus. D'ailleurs, les 2 premiers VHS, en vrai, c'est banger, allez les regarder. Et c'est avec seulement 8 millions de dollars que ce film enterre complètement l'ancienne formule du zombie et remet l'horreur au centre du genre. Ce film, il est 100% britannique. C'est l'essence même du cinéma indé expérimental des années 90. Un film d'auteur à tous les niveaux, que ce soit du côté de Garland ou de Boyle. Le film rapporte 10 fois son budget, soit 82 millions de dollars au box-office mondial, et lance au passage la carrière de Cillian Murphy et Naomi Harris. Boyle, alors pris par le tournage de l'excellent Sunshine, ne rempile pas à la réalisation, mais va recruter le réalisateur lui-même et s'assurer de la direction artistique du film. Marqué par le film espagnol Intacto sorti en 2004, il embauche pour la réal l'espagnol Juan Carlos Fresnadillo, avec l'accent s'il vous plaît. Et il va coécrire le film avec un paquet de monde, notamment Jesus Olmo et Enrique Lopez-Lavigne, avec qui il avait travaillé sur son film Intacto, qui sont 2 de ses compères espagnols, ainsi que Rowan Joffe et bien sûr Alex Garland, tous 2 britanniques. Boyle dira d'ailleurs que dans le premier film, il avait filmé Londres d'un point de vue de britannique. Il voulait donc un œil non britannique pour pouvoir filmer Londres autrement. Toute l'équipe profitera même du budget un peu plus conséquent pour pousser le curseur de l'action un peu plus loin que dans le premier. En plus, c'est pas une suite qui va reprendre bêtement ce qui a marché dans le premier film. On reprend les zombies qui courent et c'est tout. 28 semaines plus tard, donc 6 mois et demi après les événements du premier film, se concentre sur comment le monde commence à se reconstruire après la pandémie. On suit une famille qui cherche à s'adapter au monde d'après, dans une toute petite partie de Londres, contrôlé par l'armée américaine. Fresnadillo confirme tous les axes du premier film. Plus d'action, plus d'horreur et surtout, encore plus de discours anti-militaires. Et le film reste sur un petit budget quand même, il coûte le double du premier, 15 millions de dollars, mais on reste quand même sur une économie de petit film. Il s'en rentabilisera bien quand même, mais il remportera que 4 fois son budget, et va surtout faire 20 millions de dollars de moins que le premier opus. Pour les studios, ça peut être vu comme un échec, mais pour notre trio infernal, ça reste un succès. Eux, ils veulent embrayer sur la suite qui s'appellera logiquement 28 mois plus tard, qui se serait donc passé à peu près 2 ans et demi après le premier opus. Mais ça va être compliqué. Le film s'est retrouvé bloqué en Development Hell depuis finalement 2007. Un Development Hell, c'est quand un film ne part jamais en tournage et reste bloqué dans sa phase de production. Réécriture de scénario, problème de contrat, de droits, différents artistiques, enfin bref, tout plein de raisons qui font qu'un film ne peut pas sortir. Officialisé très tôt après la sortie du 2e opus, des nouvelles étaient données fréquemment par Boyle ou Garland. Mais le temps a passé. 17 ans. Il s'est passé 17 ans avant que cette suite soit officialisée. Soit en janvier 2024. Après autant de temps, vous doutez bien que c'était compliqué d'appeler le film 28 mois plus tard. Et c'est donc logiquement que le film trouvera son titre 28 ans plus tard. En février 2024, Garland nous dit carrément qu'il écrit une trilogie. Alors que la saga ne compte que 2 films indépendants sortis il y a 20 ans. Mais bon, il nous rassure, il précise qu'il va s'inspirer de Ken Loach pour écrire ses scénarios. Ce qui, personnellement, c'est un peu compliqué de réunir le cinéma de Ken Loach avec 28 ans plus tard. Parce que Ken Loach, c'est un cinéma qui est très social, qui est très réaliste et proche des gens. Donc même s'il y a une dimension sociale dans 28 ans plus tard, on n'est pas du tout sur la même manière de faire. Bon, les nouvelles vont très vite, et en avril 2024, on nous confirme que la suite, qui s'appellera 28 ans plus tard The Bone Temple, va être tournée en B2B avec le premier film. Donc il faut comprendre que le tournage il aura à peu près lieu en même temps que le premier, qui lui sera réalisé par Nia DaCosta, réalisatrice du discret Littlewood, de l'imparfait Candyman, et du film qui aurait pu être vachement bien mais qui l'est pas vraiment, The Marvels. Ah oui, en parlant de gros films de studio, j'avais oublié de vous dire un truc. Le film, il est plus produit par le cinéma indépendant européen, là. Il est produit par Columbia Pictures, filiale de Sony, gros studio hollywoodien. Le film était produit par le cinéma britannique et DNA Film, la société de production d'Andrew McDonald. Le deuxième, lui, bénéficiait en plus de financements espagnols et américains via Fox Atomic, ce qui a dû mettre un sacré bazar en termes de droits. En plus, Boyle et Garland coûtent beaucoup plus cher qu'à l'époque, donc je pense que c'est pour ça que le film il est resté bloqué en développement L en fait. On passe littéralement du petit miracle du cinéma européen à la grosse franchise hollywoodienne. En vrai, ça a de quoi faire peur, non? Et vous allez voir, plus on creuse, moins ça a de sens. Budget de 28 ans plus tard, 75 millions de dollars. Et on peut penser à un budget à peu près similaire pour l'épisode 4 tourné en B2B. Pourquoi lancer une franchise sur la base de 2 films indépendants sortis il y a 2 décennies? Pourquoi lancer un tournage de 2 films simultanément? Pourquoi? Bon,
Pour commencer à trouver des éléments de réponse, notons que le studio n'est pas trop bête non plus, et s'assure justement d'avoir le trio Boyle, Garland, McDonald à la barre. Bon, d'un autre côté, c'est leur franchise à eux, hein. Ils ont bien le droit de faire ce qu'ils en veulent. Boyle est un nom connu des cinéphiles, hein. Il a fait des films grand public, hein, notamment Trainspotting qui est culte, mais aussi Slumdog Millionnaire ou 127 heures qui sont assez populaires. Garland, depuis, il a réalisé des films, et des films à succès, hein. Ex Machina a marqué son époque, Civil War a plutôt bien marché l'année dernière. Ça reste des gens qui savent ce qu'ils font, ça reste des gens qui savent réunir et les cinéphiles et le grand public. Quant à McDonald, lui, il va pas servir d'argument promo, mais bon, au moins il sait ce qu'il fait, et ça reste quand même rassurant de savoir qu'il chapeaute le projet. Même là-dessus, j'ai encore un contre-argument. Aucun des trois n'a géré une franchise de cette taille auparavant. Et quand il y a autant de budget en jeu, bien sûr que Columbia a son mot à dire dans le film. En fait, la promo récemment, elle a dit que le film était tourné à l'iPhone. Ça a du sens. Déjà parce que dans le cinéma de Danny Boyle, on s'attend toujours un peu à ce genre d'expérimentation. Mais en fait, c'est surtout que l'iPhone, c'est une caméra de poche. Elle nous permet de filmer nos vies de tous les jours. L'iPhone, c'est exactement l'équivalent de la caméra DV du premier film. Donc ça, pour le coup, c'est une vraie nouvelle rassurante. Encore une fois, je sais pas si ça va ramener du monde, mais je pense qu'il y a certains cinéphiles qui peuvent se dire « Ah chouette, il y a de l'expérimentation, on n'est pas dans quelque chose de lissé, Danny Boyle, il est un peu libre ». Et en plus, la photo qu'ils ont mis, c'est une espèce de time-lapse avec 20 iPhones comme ça autour d'un zombie. Donc du coup, on va bien voir aussi que là, Danny Boyle va pouvoir se permettre de faire des trucs. Et qu'on va pas avoir une réalisation simple, comme on avait pu avoir par exemple avec le Planète des Singes de Wes Ball. Est-ce que c'est vraiment rassurant? Parce qu'entre nous, rappelez-vous, on s'est tous fait avoir par Doctor Strange Multiverse of Madness. On était tous là à se dire « Ah ouais, mais t'inquiète, il y a Sam Raimi, ça va être bien, Sam Raimi, Spider-Man 2 quand même, il se fait pas bouffer par les studios. » Ouais, on était tous là comme des teubés à se dire « Alors dans cette scène, j'ai reconnu Sam Raimi. » Et une deuxième aussi. Du coup, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai plus tendance à pas être rassuré quand il y a des gros réalisateurs sur des gros films. J'ai trop peur qu'ils se fassent bouffer. Et en fait, je me pose une question, c'est est-ce que la saga 28 va devenir une franchise trop ambitieuse, qui arrive même presque trop tard dans l'univers des franchises? Est-ce que le public va vraiment s'intéresser à ça? Parce que je vous vois venir, hein, vous allez me dire, oui, au pire, c'est un film américain qui se plante. Alors, personnellement, ouais, qu'un film américain se plante, normalement, j'en ai rien à faire. Mais là, en fait, j'ai pas envie que ça impacte la carrière d'un de mes réalisateurs préférés. J'ai pas envie que ça impacte la carrière de Danny Boyle. Bon, et sur le reste de l'équipe artistique, il y a qui peut servir de promo? Bien évidemment, on va aller voir du côté du casting. Parlons de Cillian Murphy, qui n'est pas au casting, qui est au casting, on sait pas trop. En tout cas, il est producteur exécutif de film. Et en vrai, du coup, à l'heure actuelle, j'ai pas vu le film, donc je sais pas s'il est dedans. Mais en vrai, c'est trop drôle la manière dont c'est géré en promo. On dirait vraiment, vous savez, avant la promo de Spider-Man No Way Home, quand on avait Marvel qui faisait « Oh oui, je sais pas, peut-être qu'il y aura Andrew Garfield ». Parce qu'en plus, là, Cillian Murphy, c'est un vrai argument promo. Hein. Depuis Oppenheimer et Peaky Blinders, le bonhomme, il est devenu hyper bankable. Et en plus, ce sera une forme de retour aux sources pour lui, de revenir à la saga qui l'a fait connaître. Le reste du casting, du coup, on a qui? On a Aaron Taylor Johnson. Oh non, pas encore. En fait, Aaron Taylor Johnson, Sony essaye de nous le caler partout. Et du coup, j'ai plus l'impression que c'est un acteur qu'on nous met un peu de force, plus qu'un acteur qui va construire de lui-même sa propre carrière avec des vrais choix et où le public va réellement apprécier le revoir. J'ai l'impression que c'est juste une figure de proue de Sony. Je vous avoue, il y a des rumeurs sur lui en tant que prochain James Bond, et avant, moi, j'avais aucun problème avec lui, et je veux tellement pas le voir en James Bond qu'en fait, ça me gâche ses performances, où quand je le vois jouer, je leur dis pitié, le castez pas en James Bond. Et puis, soyons honnêtes, hein, sa carrière prend pas plus que ça, hein. Kraven le chasseur et Nosferatu, ça a pas super marché. Et pour Kraven, il était carrément un élément marketing pour le film, hein. Donc même si l'échec du film est pas forcément lié à lui uniquement, c'est pas non plus sa présence qui a pu sauver le film au box-office. Il joue dans des gros films, oui, mais c'est loin d'être des gros films à succès. À force de nous le caler partout, effectivement, les gens s'habituent à sa présence, mais c'est loin d'être une tête d'affiche réellement rassurante pour ramener les gens en salle. Après, on a Jodie Comer qui vient de la série Killing Eve, mais son public, on va dire, c'est un public de plateforme, quoi, qui est pas forcément habitué à se déplacer en salle. Donc, est-ce que son simple nom va réussir à choper cette cible pour la ramener en salle? Là, pareil, rien n'est moins sûr. On a aussi Jack O'Connell, qui vient du cinéma indépendant britannique, qui a une espèce de second couteau. Vous savez, cette espèce de visage que vous voyez dans des films et vous dites « Ah, lui, je l'ai vu !» Mais impossible de se rappeler de son nom et même pas forcément des films dans lesquels vous l'avez vu jouer. Donc pas sûr que ça ramène beaucoup de gens en salle non plus, ce nom. Hein. Et enfin, je termine par le meilleur, Ralph Fiennes, qui ressort récemment du succès de Conclave et qui est quand même assez connu pour avoir joué Lord Voldemort. Il sert de caution cinéma indé britannique, mais sert aussi de caution blockbuster britannique.
parce qu'il a quand même joué dans les James Bond et dans les Harry Potter. Donc ça a du sens ce casting. Et je pense que là pour le coup on est vraiment sur un nom qui va pouvoir ramener des gens, car c'est un nom qui est complètement en cohérence avec ce que le film veut nous vendre. Si on regarde tous les éléments qu'on vient d'analyser, en fait on voit bien qu'on n'a que des manières d'aller chercher des petits publics de niche par-ci et par-là, mais en fait il manque un grand absent dans cette stratégie. Le grand public. Comment le studio va-t-il s'assurer de faire revenir le grand public en salle? Les petites niches, à la limite, elles vont permettre, de rentabiliser le film, mais il faut aller chercher beaucoup plus loin que ça pour que ce soit un succès. Aujourd'hui, Hollywood, on ne réfléchit plus qu'en termes de propriété intellectuelle, c'est-à-dire des franchises. La nostalgie paye à Hollywood. On l'a bien vu avec Lilo et Stitch, et on le voit bien même avec Disney et ses remakes en live action. Le Lilo et Stitch, là, dites-vous, en une semaine, il a rapporté autant que le film à l'époque. Pourquoi la saga 28? Pourquoi pas aller chercher quelque chose de plus américain, de plus hollywoodien? Pourquoi aller carrément chercher quelque chose issu du cinéma indépendant européen? C'est quoi le but? Et pour répondre à cette question, on va commencer par un petit état des lieux des franchises qui appartiennent à Columbia. Donc on va essayer de se concentrer quand même précisément sur Columbia et pas trop dépasser sur Sony pour bien comprendre. Men in Black, 4 films à son actif, un seul de culte et surtout 3 bides. Ghostbusters, 5 films à son actif, un seul de culte, une excellente série animée, une suite nostalgique et 3 bides en tout. Jumanji, 3 films à son actif et un 4e en préparation. Bon là pour le coup, la franchise qualitativement comme financièrement se porte plutôt bien, mais là on est plutôt sur le créneau du film familial d'aventure, donc pas vraiment le même créneau que 28 ans plus tard. Bad Boys, où la franchise survit tant bien que mal, et d'ailleurs si vous vous demandiez pourquoi il y avait 2 films qui étaient ressortis, bah voilà, vous avez la réponse. En fait Columbia, c'est un peu la galère quand même niveau franchise. Et question zombies, c'est aussi eux qui ont la saga Zombieland. On a un film qui est quand même plutôt cool, sorti dans les années 2000, et ils ont tenté d'en faire une série, ça n'a pas marché, ils en ont fait un 2, ça n'a pas marché, donc clairement, on peut pas compter sur Zombieland pour récupérer ce créneau-là. Peut-être même à se demander si leur idée est pas venue là, en disant on a Zombieland, on peut rien en faire, est-ce qu'on peut pas aller récupérer une autre franchise de zombies ailleurs? Et du coup, ça pourrait paraître logique qu'ils aient été cherchés effectivement 28 ans plus tard. Bon, il en reste des franchises du côté de Columbia Pictures, ou même de Sony, comme par exemple Equalizer ou Hotel Transylvanie. Mais après, pour le coup, c'est des franchises qui sont quand même bien essorées. Il faudrait attention à pas atteindre le film de trop, parce que pour l'instant, c'est encore des valeurs sûres. On n'est pas loin que ça le devienne plus. Donc voilà, on résume. En fait, Columbia, elle est en chien de franchise pour être concurrentielle sur le marché hollywoodien actuel. Et donc, elle est en besoin de pouvoir comme ça créer des sagas, d'aller chercher des franchises pas encore exploitées par la concurrence pour en faire des franchises. Et en fait, c'est véritablement ça ce que Columbia cherche à faire de 28 ans plus tard. De la même manière qu'on peut faire des films de bagnoles, des films de dinos, des films de monstres ou de super-héros, sur le film de zombies, il y a un créneau à prendre, il y a un trou qui est vide. Sauf que ça peut paraître logique comme ça, mais encore une fois, le cinéma de zombies et le cinéma d'horreur brillent par ses succès vis-à-vis de ses coups bas. Et là, j'ai l'impression que Columbia mélange à la fois le cinéma de franchise et blockbuster pour aller remplir un créneau d'horreur qui peut être grand public, on l'a bien vu justement avec Walking Dead qui peut devenir grand public, mais en fait à voir si ça peut vraiment fonctionner en salle. Le but de 28 ans plus tard, ce serait donc de devenir le porte-drapeau du film de zombies, un peu comme, je sais pas, Fast and Furious qui est le porte-drapeau du cinéma de bagnole. Parce que même cette histoire de 2 films tournés en même temps et de trilogie, c'est peut-être aussi une manière pour le premier film de se vendre mieux. C'est-à-dire qu'on promet aux spectateurs qu'ils vont pouvoir s'engager dans une saga, dans un univers fictif, et qu'en plus, dès l'année prochaine, ils auront une suite. Aujourd'hui, les gens sont aussi plus friands d'univers. Et en plus, cette suite, ça fait longtemps qu'on l'attend. Parce que même cette histoire des 2 films, les films en 2 parties, c'est vraiment une si bonne idée que ça, quand même. On en parle des 3 mousquetaires qui avaient réussi un truc chouette sur le premier, il s'est complètement planté, avec pareil, son 2e opus filmé plus ou moins en B2B avec le premier. Et on en parle du dernier Mission Impossible, qui abandonne carrément des arcs en cours pour remodeler le film parce que le film n'avait pas assez bien marché. En fait, le truc de tourner 2 films consécutivement comme ça fait que souvent les films ont droit à des reshoots massifs pour réadapter vis-à-vis des critiques du public. C'est des films qui écoutent beaucoup trop leur public et qui assument pas leurs propositions quand ils arrivent au 2e. Puis Nia DaCosta, elle a de bonnes idées, mais sa carrière jusque-là, elle s'est quand même pas mal fait marcher dessus par les studios. Donc c'est pas non plus une réalisatrice qui va tendre à me rassurer. Cependant, je sais aussi que c'est une réalisatrice qui a plein d'idées. Donc si elle est protégée par McDonald et Danny Boyle, y a moyen qu'elle nous pondre quand même un très bon film. Voilà, je me fais squatter par mon chat. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats du box-office pour voir si le coup de poker de Columbia marchera. Et peut-être à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous voyez déjà finalement que ça a marché ou non. Dans le cas où ça a marché,
bah voyez bien que le succès était clairement pas garanti et que Columbia a eu le nez fin. Et si ça s'est planté, bah force aux équipes de Columbia pour sortir Bon Temple dans un an. Voilà, c'était Petit Culte en fait, c'est un tout nouveau format qu'on essaye sur la chaîne. En ce qui me concerne, moi c'était ma vidéo pilote, donc n'hésitez pas à nous faire des retours parce qu'on a besoin de savoir comment on peut s'améliorer. Guettez nos vidéos publiées en short pour avoir nos critiques, on les publie aussi sur TikTok et sur Instagram. Benjamin, vous allez le retrouver dans quelques jours pour son pilote du Petit Culte. Cet épisode touche à sa fin, et en tout cas n'oubliez pas que tout ce que je viens de dire sur la saga 28 n'était que mon avis. Faites-vous le vôtre, et ciao!